Retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, et nous essayons de comprendre pendant 60 minutes. Et c'est vrai qu'on voit de la nébuleuse terroriste, et c'est vrai que juste avant qu'on parte en pause, vous étiez en train de dérouler le nombre de nationalités de combattants qui partaient en Syrie. Et ça, c'est vrai, Abdullah Tourabi, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Bien sûr, enfin, c'est la radicalisation, d'abord, enfin, qui traverse plusieurs pays, plusieurs sociétés, plusieurs profils. Justement, on parlait tout à l'heure des origines sociales. Enfin, l'une des vieilles lunes qui existait dans les travaux sur l'islamisme radical, c'est que c'est la jeunesse déshéritée, les pauvres qui vont aller grossir les rangs des groupes radicaux. Sauf que voilà, enfin, toutes les recherches qui ont été faites démontrent le contraire. Ayman Zawahiri, par exemple, dont parlait M. Keppel, qui était le théoricien d'Al-Qaïda, il appartient à l'aristocratie égyptienne. Donc, actuellement, pour Daesh, les recrues appartiennent à des niveaux sociaux, à des couches sociales complètement différentes et variées. On peut trouver des pauvres, justement, qui sont à la recherche d'une mobilité sociale. On peut trouver des gens qui sont en recherche de sensations. J'ai aussi des jeunes c'est les produits MTV, les produits des jeux vidéo. C'est très intéressant de voir comment la vidéo joue un rôle très très important, justement, dans le recrutement. Ce sont beaucoup plus les enfants de Tarantino et de Tarantino, beaucoup plus que les enfants de Ibn Taymiyyah, par exemple. La qualité de ce qu'ils produisent est quand même impressionnante. C'est très très frappant, parce que, si je peux vous interrompre, il y a un gars qui vient d'être tué en Syrie au mois d'août, qui s'appelait Omar Homsen, enfin Omar Diaby, un Sénégalais de Nice, braqueur lourd, du quartier de l'Ariane, qui avait fait beaucoup de prison, qui s'est réislamisé en prison, un peu comme Koulibaly quand il a rencontré l'Algérien. Et donc, il a produit une sorte de série télé qu'on trouve d'ailleurs sur l'internet, sur YouTube, qui s'appelle 19HH, Histoire de l'humanité. HH, c'est Histoire de l'humanité, les H majuscules représentent les deux tours jumelles. Oui. Et c'est une espèce de lecture paranoïaque de l'histoire de l'humanité qui, en fait, tout va mal parce que l'islam, dans sa vision salafiste, n'a pas pu se développer, donc tout s'effondre, jusqu'au 11 septembre, qui est finalement le renouveau, et qui va permettre, en suivant les pas de Ben Laden et en allant se battre en Syrie, de rétablir l'humanité dans sa dimension. C'est fait avec du mash-up, avec des techniques ultramodernes. Ça parle tout à fait le langage des jeunes, si vous voulez, avec un peu de l'islam qui intervient, mais c'est pas du tout l'islam de la prédication ou des salafistes. Si vous voulez, c'est quelque chose qui se mélange dans un langage de tous les jours. Et cette vidéo a été dans presque toutes les procédures qui ont été ouvertes pour des jeunes, et on a fouillé les connexions Internet, etc., elle est présente. C'est extrêmement frappant. Je l'ai analysé en détail, et il y en a un certain nombre d'autres. Alors, après, tout ça évolue très vite. Mais vous savez, en même temps, c'est un phénomène qui va aussi toucher sa limite, puisque il faut arriver à prouver que ces recrutements servent à quelque chose, que les deux systèmes, les deux phases précédentes ont été épuisées. Pourquoi? Parce que le modèle terroriste, finalement, n'avait pas réussi à embrayer. Là, on a effectivement une explosion. Vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, on n'est plus dans les mêmes chiffres. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ou est-ce que finalement, la machine, c'est le serpent qui se mord la queue? La grande différence, c'est qu'on a un État, on a un territoire. Les deux autres n'avaient pas vraiment... L'Afghanistan avait un territoire, mais qui a ensuite changé de main. Là, on a un territoire, Daesh, qui en plus, dans l'imaginaire musulman moyen-oriental surtout, a fait quelque chose de fondamental 100 ans à peu près après les accords Sykes-Picot de 1916, donc le centenaire c'est l'année prochaine, qui sont considérés comme le dépeçage du Moyen-Orient par les puissances coloniales françaises et anglaises. Sykes d'un côté pour les Anglais et Picot pour l'autre. Daesh finalement a effacé la frontière Sykes-Picot, la frontière Syrie-Irak, et a fait une sorte de grand sunnistan qui lutte à l'est contre les chiites, arabo-sunnistan, au nord contre les Kurdes, et à l'ouest contre les Alaouites, les chrétiens, Israël, etc. Et ça, effectivement, ça répond à une aspiration messianique et aussi à toutes sortes de frustrations dans le monde arabe. Est-ce qu'on a raison de l'appeler État islamique?
Je pense que justement, donc, ils ont réussi à vendre donc un label, et d'ailleurs c'est eux qui ont fabriqué donc les médias le reprennent. Il y a une responsabilité par rapport à ce branding. Il faut surtout éviter de tomber dans leur panneau et utiliser ce concept Daesh finalement. Donc ils ont bien réussi donc à vendre. Moi je pense que bon, on est face à une organisation donc que j'appelle moi l'organisation Bardadi pour éviter donc de parler donc d'État islamique. Néanmoins, on ne peut pas non plus donc ne pas reconnaître qu'il y a une territorialisation. Donc ils occupent un espace territorial et ils agissent comme un État. Donc pratiquement donc en essayant donc d'avoir toutes les compétences et les attributions aussi donc d'un État. Ceci étant, donc je pense que ça pourra devenir un vrai État à terme. Je ne pense pas donc ça ne sera pas donc c'est une question de temps. C'est une question de temps. Combien de temps, je ne peux pas donc, je ne sais pas. Mais ce n'est pas donc une réalité étatique qui va s'installer dans la durée. Maintenant, ce qui aujourd'hui donc rend la situation encore plus complexe, c'est que donc ce phénomène et cette dynamique donc continue malheureusement donc à se développer. Et ce que donc on est en train d'observer effectivement, c'est que donc on est pour la première fois donc face à un groupe. Même le concept donc de la guerre donc est en train de changer. Généralement donc on était dans les formes de guerre qu'on appelait donc des formes de guerre asymétriques. Là donc l'organisation Al-Bardadi agit en tant que pratiquement donc qu'armée régulière ou presque. Deuxièmement, donc c'est une organisation qui a la possibilité de choisir le front et de choisir aussi donc l'ennemi qu'elle veut attaquer, et elle est en mesure donc de mener deux guerres sur deux fronts complètement différents. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui pour tous les départs, parce qu'il faut aussi donc le souligner, il y a plus de 5000 ressortissants européens qui sont partis dans cet espace. C'est l'échec des politiques d'intégration des populations ou des citoyens d'origine étrangère. C'est aussi donc la mauvaise gestion dans les prisons, parce que bon, beaucoup de ces recrues sont d'anciens jeunes ou moins jeunes qui étaient dans la délinquance. Alors, les mesures prises par Manuel Valls, par exemple, en France, pour augmenter le nombre d'aumôniers dans les prisons, sont quoi? Sont des petites mesures qui permettent d'entraver ce genre de radicalisation? Sont rarement consultés par les individus en question, parce que en fait ils sont considérés comme des traîtres, les aumôniers musulmans. Alors qu'il y ait des aumôniers musulmans en prison, c'est normal dans la mesure où il y a beaucoup de musulmans dans les prisons françaises, non pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce que, étant donné que la plupart d'entre eux sont originaires des milieux défavorisés, et que les milieux défavorisés sont ceux qui s'adonnent nécessairement le plus à la délinquance, autrefois c'était des étrangers d'autres origines musulmanes, il est normal qu'il y ait des aumôniers musulmans, bien sûr, mais en plus grand nombre. Mais ça n'est pas ça qui va jouer le rôle plus important. Je voudrais revenir une seconde sur l'histoire du territoire. En fait, entre pour se distinguer de Nosra, par exemple, les gens de Daesh, on va revenir sur ce thème, s'appellent Dawla. Ils ont réduit leur nom à Dawla, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer que eux, ils ont réussi à faire ce que les autres n'avaient pas fait, c'est-à-dire une instance étatique. En réalité, c'est plus complexe que ça, parce que en Irak, Daesh, c'est pas seulement les salafistes djihadistes que nous connaissons, c'est également en fait une alliance, je parlais de Sunnistan tout à l'heure, entre tous les laissés pour compte du système de l'Irak d'aujourd'hui, dans lequel les sunnites ont été minorisés et marginalisés, notamment par l'invasion américaine, et en particulier tous les anciens ba'athistes sunnites de tout l'appareil politique de Saddam Hussein, qui connaît bien le pays, qui l'a géré pendant 35 ans, si vous voulez. Tout cela se sont ralliés à Daesh. Et donc Daesh, c'est un mélange, en Irak en tout cas, en Syrie c'est un peu différent, assez étonnant, entre un poste idéologique avec les recrues européennes et autres qui viennent, les étrangers, qui sont de plus en plus mal intégrés dans les sociétés locales,
Ça, c'est ce qu'on voit. Mais dessous, ce qui tient le système, c'est une grande partie de l'ancien appareil baathiste qui s'est laissé pousser la barbe, etc., mais qui fonctionne sur le même. Et puis également le réseau d'un certain nombre de tribus sunnites qui ne supportent pas la marginalisation par la majorité chiite. Et donc vous avez cette espèce de fitna qui, à l'intérieur de l'Irak, renforce considérablement le rôle Daesh. Pour ce qui est des mesures qui sont prises en France, contrer l'idéologie, est-ce qu'on a la capacité de le faire? On va parler tout à l'heure de la formation des imams, on parlera tout à l'heure de la coopération France-Maroc, qu'est-ce qui est fait sur le sol marocain. Est-ce qu'on a la possibilité en France de contrer idéologiquement à la base? En France, c'est d'autant plus difficile que c'est un pays musulman, mais la question se pose aussi dans les pays musulmans. Le débat que nous avions hier soir au musée Mohamed VI, justement, avec le prince Hassan Ben Talal de Jordanie, M. Moratinos et M. Azoulay, traitait de cette question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le propos tenu au nom de l'islam et qui refuse l'idéologie daeshienne a de plus en plus de mal à se faire entendre. Alors, ici au Maroc, il y a toutes sortes d'instances qui sont mises en place, que ce soit par le ministère des Habous, par des organisations d'ouléma, etc., qui ont leur effet, si j'ose dire. Mais l'incapacité aujourd'hui de ce discours de l'islam dit modéré, ou de l'islam soufi, ou de l'islam malékite, etc., à contrer des jeunes qui veulent partir et qui sont complètement empreints d'une idéologie salafiste radicale, pose des questions justement sur la manière, sur la prédication, sur l'adaptation du langage de la prédication à un monde contemporain que les radicaux, eux, ont réussi à subvertir remarquablement. C'est l'exemple que je donnais, le mélange entre 19HH et puis les idées djihadistes. Alors je vais lire des tweets, ça nous permettra de passer à la coopération France-Maroc. Demain, François Hollande arrive, ça va être bien sûr un sujet qui sera discuté. J'ai quelques tweets qui nous posent une question toute simple. Pourquoi une coalition de puissances mondiales se retrouve impuissante face à Daesh? Ça pose la question notamment de la coopération. On regarde un sujet de Tofer Melki. Les ministres de la Justice des deux pays se sont rencontrés fin janvier. Une rencontre qui marque l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Mustafa Ramid et Christiane Taubira décident le rétablissement de la coopération judiciaire et juridique entre Rabat et Paris, ainsi que le retour des magistrats de liaison. Cette reprise fait suite à une brouille de près d'un an entre les deux pays qui a atteint son paroxysme avec la suspension de la coopération juridique entre les deux pays. La convention judiciaire a donc été amendée par les deux ministres. Elle prévoit notamment des échanges d'informations renforcés entre Paris et Rabat. Objectif, favoriser une entraide plus efficace entre les autorités judiciaires des deux pays. En février, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a effectué une visite à Rabat, la première d'un responsable français au Maroc après une année de tension. Lors de cette rencontre, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue marocain Mohamed Hassad, les deux responsables ont réaffirmé leur disposition à renforcer la coopération en matière de sécurité et de renseignement. Dans ce sens, les deux ministres ont convenu de faire davantage dans les domaines de la lutte contre l'immigration irrégulière, la criminalité organisée et les trafics de stupéfiants. Ils ont également convenu de multiplier les contacts entre les responsables en charge de la sécurité pour mieux lutter contre le terrorisme. Le président français François Hollande a même salué la qualité de la coopération avec le Maroc en matière de lutte contre le trafic de drogue, une déclaration qui intervient après la saisie en juillet dernier de près de 6 tonnes de cannabis dans la région de Marseille. Ce sont les enquêteurs et les policiers qui ont fait un travail admirable du Maroc jusqu'à ici, grâce aussi, je veux le souligner, à la coopération avec les services marocains et les services espagnols. C'est une réussite qui permet aussi de saluer le travail que mène l'ensemble des forces
de police, de sécurité dans l'ensemble des pays concernés. Et c'était une belle preuve de coopération et je veux remercier les autorités marocaines et espagnoles en particulier. Les efforts du Maroc dans le domaine de la sécurité lui ont valu aussi la reconnaissance de l'Espagne. Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdeltif Hammouchi, a été décoré en octobre par l'Espagne en signe de reconnaissance de l'expertise et de l'efficacité des services de sécurité marocains en matière de paix et de sécurité dans le monde. Alors, c'est vrai que là, on peut se poser la question de ce qui peut être fait et dans le cadre de la coopération France-Maroc, ce qui va être fait et les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Avant qu'on attaque ça, je veux juste répondre à ce tweet de cette téléspectatrice qui nous dit pourquoi une coalition de puissance mondiale se retrouve impuissante face à Daesh, très rapidement. Je pense très rapidement parce que donc bon, on est dans une forme de guerre asymétrique. Deuxièmement, donc cette coalition qui aujourd'hui donc ne procède que par des attaques aériennes et par des bombardements, donc ne peut pas résoudre le problème sans une intervention terrestre. L'intervention terrestre, personne ne peut prendre ce risque. Elle est coûteuse et elle est incertaine. Voilà donc pourquoi donc on est dans cette impasse et dans cette situation. Tout simplement aussi l'antécédent irakien, oui. Enfin, le bourbier irakien qui a été pour les États-Unis pendant des années d'intervention. Je pense que personne n'a envie de reproduire ce même schéma. Et deuxième chose aussi, il faut trouver une coalition qui soit assez homogène entre les divergences entre les grandes puissances sur cette question, notamment la question syrienne. Il faut trouver une solution à ça. Ça aussi, ça pose problème. Alors, la fin de la brouille diplomatique entre le Maroc et la France, on a eu la chronologie tout à l'heure dans le reportage. Est-ce que ça va renforcer cette coopération sécuritaire entre la France et le Maroc ? Oui, probablement, d'autant plus que, vous l'évoquiez tout à l'heure en ouverture, l'incident du Thalys, qui fort heureusement n'a pas fait de victimes, puisque le tireur a été neutralisé par des passagers qui étaient des GIs en civil, pas uniquement. Oui, c'est d'ailleurs. Après, l'imaginaire a bien été développé, une histoire et bien assez détournée par la suite. Assez incroyable, c'est ça, c'est-à-dire l'Europe faible qui ne peut plus rien faire, et ce sont des GIs qui. C'est l'expression que vous utilisez souvent, Europe ventre mou. Ventre mou, exactement. Oui, ça c'était en plein dedans. Mais en fait, il y avait aussi des Européens qui n'ont pas été aussi efficaces. Les GIs sont habitués à main nue assommer quelqu'un. Et bien sûr, la personne en question, bon, il est suspecté pour l'instant, mais il y a quelques centaines d'indices. C'est un ressortissant marocain, donc Ayoub El-Khezeni, originaire de Tétouan, qui a vécu en Espagne, qui est ensuite allé en France vendre des puces de téléphone mobile pour les immigrés qui téléphonaient au pays moins cher. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'on est en plein dans ce monde-là, si vous voulez. Qui ensuite va en Allemagne, d'après ce qu'on sait, qu'il va ensuite en Turquie où il reçoit des instructions. Donc là, on n'est plus dans le solitaire de nouveau, qui passe là et c'est une histoire extraordinaire parce qui a été signalé comme trafiquant de drogue à Algeciras aussi. Donc on est dans un monde, voilà, exactement. Dans un monde qui est complètement fluide, où des individus se promènent à travers l'espace Schengen comme ils veulent, et donc là, on voit bien qu'il y a un énorme déficit du renseignement. Alors quel rôle joue le Maroc justement? Quel rôle concrètement joue le Maroc et qu'attend la France du Maroc sur le plan sécuritaire? Le Maroc, c'est par sa position géographique d'abord. On est à 14 km de l'Europe. Deuxième chose aussi pour la présence d'une grande communauté marocaine qui vit à l'étranger, que ce soit en Espagne, en France, en Belgique. Alors, le rôle aussi, c'est un rôle d'information. On se rappelle très très bien, pendant la brouille diplomatique entre le Maroc et la France, il paraît que les informations ne remontaient plus à Paris. Entre Rabat et Paris, il y avait un blocage d'informations, et ce qui a été déploré énormément, notamment par la droite en France. Par exemple, Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait, Pasqua et Sarkozy aussi, ils ont manifesté, ils ont dit qu'il y avait un problème, c'est que le Maroc est un pays qui est très très important au niveau de la fourniture des informations précieuses. Et voilà, probablement, on a même allé jusqu'à dire que l'affaire Charlie Hebdo n'aurait pas eu lieu s'il y avait un contact assez tendu, assez soutenu entre le Maroc et la France. Donc là, cette brouille, elle est j'espère, probablement derrière nous. D'ailleurs, la venue de François Hollande s'inscrit justement dans ce processus-là de revenir à une relation beaucoup plus normale. Donc voilà, je pense que l'une des choses les plus importantes actuellement dans la relation entre le Maroc et la France, bien sûr, c'est une relation qui est très ancienne et historique, mais aussi dans un risque qui est global, qui est assez important que celui-là, le rôle de l'information est très très important. Et c'est justement, vous le soulignez dans le reportage, par exemple, la reconnaissance en Espagne
du rôle qui a été joué par les renseignements marocains est très important. Enfin, donc c'est affaire à suivre. C'est vrai, mais je crois qu'il y a l'affaire du renseignement, c'est une chose, si vous voulez. Bon, bien sûr, ça, c'est les questions de police. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire notre capacité à comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur des sociétés. Les Marocains, pour beaucoup d'entre eux, connaissent très bien la France, ils en parlent la langue, ils y ont vécu, ils y ont émigré, etc. Le contraire est de moins en moins vrai. J'aimerais bien connaître un collègue universitaire qui maîtrise la darija aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas né marocain, si vous voulez. Il y en a très peu, je ne sais pas même s'il y en a encore, y compris ceux qui se disent spécialistes du Maroc. Les études arabes en France se sont complètement effondrées. Ils ont eu d'excellents produits. Si Abdallah, qui a été étudiant à Sciences Po, d'autres, votre rédactrice en chef, nous avons eu toute une floraison, et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a été fermé pour des raisons budgétaires ou autres, et on se trouve dans un degré de méconnaissance, je ne parle pas d'histoire policière, là, mais dans un degré de méconnaissance des sociétés, si vous voulez, qui est absolument catastrophique. Or, une grande partie de la population française aujourd'hui, dans les quartiers populaires, est originaire d'Afrique du Nord. Il y a des échanges permanents, il y a beaucoup de Français qui vivent maintenant au Maroc, qui travaillent ici, et l'absence de prise en compte de ce que signifie cet espace culturel euro-nord-africain ou euro-maghrébin, si vous voulez, me semble être un échec catastrophique des dirigeants politiques des deux côtés. La France peut venir chercher la compréhension, on va dire quoi, sociologique du fonctionnement de ces individus. Pas seulement des terroristes, le choix de la société. Nous sommes face à un phénomène qui est complexe, qui est mutant, et nous sommes aussi donc face à un complexe donc qui à un phénomène qui nécessite aussi donc un certain savoir et une certaine connaissance. Étant donné que les services de sécurité donc marocains ont eu à faire après le 16 mai, qui était donc une surprise pour ces services, et ces attentats dramatiques donc ont poussé les services de sécurité marocains donc à bien sûr à mieux connaître le phénomène, mieux le cerner et de s'inscrire dans une politique préventive. Il y a l'enjeu aujourd'hui qui est important dans cette lutte contre le terrorisme, c'est le renseignement. Il est clair que la France a besoin à la fois donc de l'expérience que les services marocains ont acquis depuis surtout depuis donc les attentats du 16 mai 2003. Et on le sait, il y a des ressortissants français qui sont aujourd'hui dans des zones de conflit en Syrie. Même on n'a pas évoqué la région donc sahélo-saharienne. Il y a aussi donc une profondeur stratégique de la France dans cette zone. Le Maroc est important dans cette action. Alors justement, j'ai un tweet qui nous dit, peut-on dire aujourd'hui que la France dépend du Maroc pour assurer la sécurité de ses propres citoyens? Ça va un peu loin, mais est-ce qu'on peut dire que, revenons au renseignement, on est bon en renseignement? C'est-à-dire si on devait comparer, parce que on voit bien que il y a le renseignement et puis il y a l'activation. Lorsqu'on a parlé de ces terroristes qui étaient fichés, avec cette fameuse fiche S qui ensuite n'était pas activée. Finalement, le renseignement, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Le risque zéro n'existe pas. Et aujourd'hui, donc, personne ne peut donner de leçons. Nous avons besoin les uns des autres parce que donc nous sommes en train de faire face à un ennemi global et la réponse doit être globale. Donc, la coopération, elle est nécessaire. Maintenant, il est clair que dans la relation et après donc cette phase que la relation maroco-française donc a connu donc de brouille, on est dans une relation beaucoup plus équilibrée et d'égal à égal. Il est clair que quand on parle de renseignement, il y a deux types. Il y a le renseignement donc humain et le renseignement technique. Le renseignement humain donc s'avère beaucoup plus important dans cette approche. Maintenant donc ce qui est demandé, donc comment on peut partager des renseignements opérationnels. Oui. Parce que maintenant, quand on met le paquet donc, des renseignements, il y a renseignement et renseignement. Et c'est là où je pense aujourd'hui, c'est cette conscience
que l'ennemi, il est commun et que donc la lutte doit être commune et que finalement nous sommes dans une phase où on a besoin les uns des autres. Les terroristes, mais quand on parle justement donc de la coopération sécuritaire, elle est certes focalisée en ce moment, on parle beaucoup plus donc du terrorisme, mais il ne faut pas donc oublier la criminalité transnationale, transcontinentale. A été évoquée la question donc de la drogue. Et on le sait aujourd'hui, donc bon, il n'y a pas que la problématique donc du cannabis, mais il y a encore donc plus, c'est le problème donc de la cocaïne. 160 tonnes de cocaïne débarquent chaque année d'Amérique latine dans les côtes les côtes ouest de l'Afrique. Ça représente 18% du marché mondial de la cocaïne. Ça alimente le marché européen de quelque chose donc qui atteint les 32% de ses besoins. Et 1 kilo de cocaïne est négocié à quelque chose comme 24 000 €. Donc voilà donc cette réalité. Il y a la deuxième problématique, c'est la prolifération des armes. Et on le voit donc après le déstockage massif en Libye, il y a une réalité nouvelle aujourd'hui. Sur tout le continent africain, il y avait 20 millions d'armes légères qui circulaient. Aujourd'hui, on n'a plus aucune idée sur la quantité des armes, mais pas seulement donc les armes légères, mais aussi donc on voit bien que la coopération sécuritaire concerne vraiment tout. J'aimerais juste revenir sur le terrorisme et voir ce que la France a prévu de faire. Est-ce que ça va suffire? La France doit créer au cours des 3 prochaines années, c'est Manuel Valls qui l'a annoncé, 2680 emplois supplémentaires consacrés à la lutte contre le terrorisme. La création d'un site internet visant à informer le grand public pour lutter contre l'embrigadement de djihadistes et 60 millions d'euros consacrés à la prévention de la radicalisation. Le mal à la racine, c'est la solution? Je crois que dans ces mesures, il y a essentiellement des mesures qui visent les effets plus que la racine, si vous voulez. Tout le problème est là, c'est-à-dire que on peut et on doit certainement, d'un point de vue de sécurité publique, développer les mécanismes de surveillance policière, de connaissance, de recrutement que vous avez mentionné, qui vont doubler les effectifs actuellement en France. Mais ce que je mentionnais tout à l'heure reste très présent, c'est-à-dire que il s'agit de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. Ce que Sir Abdallah mentionnait tout à l'heure, des familles gauchistes dont l'enfant part au djihad en Syrie, les phénomènes qu'on observe pendant la pause. Et je crois que ce sont des enjeux très importants. Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés? Comment est-ce que ce phénomène fonctionne par rapport aux transformations sismiques, si j'ose dire, des sociétés contemporaines? Si on ne le comprend pas, on ne fait que traiter le phénomène avec de l'aspirine et du sparadrap, si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on attend? Quel va être le rôle du Maroc, finalement, le rôle concret? Je rejoins tout à fait ce que disait. À part le renseignement, on en a non, enfin, le renseignement, bien sûr, c'est un élément qui est central et important, parce qu'on est devant un phénomène de terrorisme, de criminalité. Donc, évidemment, c'est un travail de renseignement. Mais il y a d'autres choses. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une meilleure connaissance, justement, du monde arabe et du monde musulman qui est en train de changer, muter complètement. On est devant des sociétés qui sont en train de se transformer complètement. Là, tout à l'heure, on a parlé de radicalisation à travers les réseaux sociaux, à travers l'image, à travers la vidéo. C'est-à-dire, à une situation nouvelle, il faut des moyens et des outils qui sont complètement nouveaux pour être utilisés. Donc voilà, il y a justement ce relance, justement, ça soit côté de la compréhension du fait, pas islam, terroriste, daïchien, si j'ose dire, je ne sais pas l'adjectif, est-ce qu'il existe. Il y a ça. Côté marocain, il y a aussi un côté soft power qui pourrait être utilisé, c'est-à-dire que le Maroc, il a un statut assez particulier au niveau des institutions religieuses, au niveau d'un certain savoir-faire, qui a été développé depuis 2003, non pas seulement sur le côté de l'information, enfin côté renseignement, mais aussi sur le côté formation, côté aussi spirituel. C'est-à-dire que le Maroc actuellement, c'est quelque chose qui est orienté beaucoup plus vers les pays de l'Afrique et du Sahel, c'est-à-dire de former des imams, des gens qui sont capables de s'exprimer. Une expérience inédite. Oui, une expérience inédite. Et voilà, qui pourrait être, je ne sais pas dans quelle mesure, être dupliquée et utilisée dans d'autres pays. C'est d'ailleurs des imams qui parlent à la fois la langue française et aussi les dialectes des différents pays, différentes régions. Donc ça, c'est un modèle qui pourrait être utilisé. Ça, enfin, pour le niveau du Maroc, en plus de renseignements, ça c'est quelque chose, ce soft power-là, qui pourrait être utilisé et à partager dans notre pays. Gilles Kepel, dernier mot. Il nous reste 1 minute et on doit rendre l'antenne. Je rappelle que nous sommes en direct. Si on devait résumer par rapport à tout ça le rôle du Maroc.
Je crois que le rôle du Maroc est très important, comme celui de l'Algérie et de la Tunisie aujourd'hui, parce que, en fait, c'est l'Afrique du Nord qui est paradoxalement en première ligne dans cette affaire, à la fois de sa proximité avec l'Europe et aussi parce que, bien sûr, aujourd'hui, la Syrie a toute une mystique, si vous voulez, djihadiste, la chute de Damas, qu'on appelle les bienfaits du Sham dans le hadith. Le jour où Damas va tomber, ça sera l'antéchrist, le Dajjal va arriver, ça fait très peur aux Saoudiens. Mais en termes concrets, c'est ici que ça se passe. C'est au Maroc, c'est en Algérie. La Tunisie est dans un état très très préoccupant aujourd'hui, avec le pays qui est coupé en deux, le sud du pays qui est aujourd'hui complètement pris dans l'orbite libyenne, et la Libye qui est un état complètement failli, avec un Equateur. Il y a des tentatives de règlement qui passent, qui fonctionnent, s'impliquent, mais voilà. Et je crois que c'est... Merci, messieurs, je vais devoir vous couper, je suis désolé, on aurait pu continuer comme ça longtemps, c'était extrêmement intéressant. Je rappelle votre dernier livre, monsieur Keppel, Passion arabe. Merci d'avoir été avec nous. Merci, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV, un excellent week-end, et on se retrouve lundi.